Alors il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était L'humoriste de William Pérus. Un nom qui ne vous dit probablement pas grand-chose. C'est le nom d'un auteur québécois qui se trouve être également un abonné de ma chaîne. Alors vous vous dites, ça y est, Modin va enfin faire une vidéo légère sur un livre rigolo et positif. En plus, il a bien choisi son moment en cette période de Noël. Non. Ce qu'on va voir ici, c'est assez sombre. Mais au bout du tunnel, on retrouvera la lumière, promis. Alors, une fois n'est pas coutume, dans ce J'ai lu un livre, je vais vous parler d'un roman, quelque chose qui arrive quand même pas si souvent que ça. Et ce que j'aimerais faire ici, c'est donc vous proposer une réflexion sur l'humour, le rire, mais aussi sur la notion de transcendance, quelque chose qui revient assez souvent ici. Et tout ça, je vais donc le faire à travers ce roman, L'humoriste. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser au personnage de ce roman, qu'on appellera tout simplement le personnage. Et puis, on s'en éloignera un peu pour avoir une vision plus large. Mais pour commencer, on va déjà planter le décor. Alors ce personnage, qui est-il? Eh ben, pas grand-chose en réalité. Ça commence bien tout ça. Donc dans un premier temps, il est défini par ce qu'il n'est pas, par ce qu'il n'aime pas et par ce qui lui manque. Il n'a pas d'amis ni de famille, il est très seul, il n'aime pas les comédies. En fait, il n'aime tout simplement pas le cinéma. Et il ne s'intéresse pas aux livres, il n'aime pas non plus la musique et il est célibataire. Mais il y a quand même dans sa vie une sorte de petit rayon de soleil. Il adore l'humour. Et ça, cette phrase-là, elle va revenir des dizaines et des dizaines de fois dans le livre. Comme pour symboliser non seulement son obsession, mais aussi et surtout le fait qu'il n'a que ça à quoi se raccrocher. Il adore l'humour, il adore les humoristes. Pourtant, et ça c'est le deuxième leitmotiv, la deuxième phrase qui revient le plus souvent, il ne rit jamais. Alors pour tout vous avouer, là-dessus je suis un peu comme lui. Quand je regarde un sketch ou un spectacle d'humour, je ne ris quasiment jamais. Je peux apprécier le trait, admirer la trouvaille, mais c'est quand même très rare que je me bidonne. Ce qui ne m'empêche pas pourtant d'apprécier ce genre de spectacle. D'ailleurs, je me suis rendu compte que toutes mes références, c'était des humoristes français. Et je me suis rendu compte que j'ignorais absolument tout de la scène humoristique québécoise, alors qu'on parle pourtant la même langue. Alors pour cette vidéo, j'ai regardé des spectacles, des sketchs, de tous les humoristes cités dans le livre. J'en ai aimé certains, j'en ai détesté, mais vraiment détesté d'autres, mais il y en a un qui m'a tout particulièrement plu, c'est Mike Ward. Je vous conseille d'ailleurs de taper son nom sur YouTube à l'occasion. Mais globalement, je suis beaucoup tombé sur des humoristes qui faisaient des sketchs calibrés pour plaire à la masse et qui étaient souvent profondément inintéressants. Mais le personnage qui va nous intéresser ici, il est tellement seul et marginal qu'au fond, ces sujets bateaux, ces sujets du quotidien, ils ne le concernent même pas. Partir en vacances, sortir en boîte, le dîner entre amis, le restaurant, ce sont des choses qui n'existent pas pour lui. Et en un sens, son attachement à ces spectacles d'humour, il vient aussi certainement de ça, de sa volonté de se connecter à la normalité du monde. Parce que malgré le titre du livre, l'humoriste, on va pas beaucoup se marrer avec ce livre. En fait, on est assez proche, que ce soit dans le style, les thèmes abordés ou même l'ambiance générale d'un roman de Michel Houellebecq. Mais avec l'humour en moins, justement. D'ailleurs, Houellebecq, dans La possibilité d'une île, avait aussi mis en scène un humoriste, Daniel 1. Mais enfin, idem pour en faire quelque chose de peu drôle, voire triste et pesant. Alors, à première vue, on pourrait se dire qu'il y a là la volonté de créer un contraste, mais pas tellement. Parce que c'est assez logique au fond que l'humoriste soit celui qui se marre le moins. Parce que l'humoriste, c'est celui qui réduit l'humour à son aspect technique, à son aspect mécanique. Et d'ailleurs, Houellebecq est une référence pour William Pérus. Il a d'ailleurs cité dans un autre de ses livres. Et cette influence, elle se ressent. C'est une écriture sans fioriture, avec pas ou peu d'élan stylistique, un style assez froid et fonctionnel, et qui a la particularité d'intégrer beaucoup d'expressions typiquement québécoises. Mais enfin, revenons-en à notre personnage. Alors, vous l'aurez compris, le personnage qu'on suit a un rapport assez particulier à l'humour. C'est quelque chose qu'il utilise presque comme une drogue, pour oublier ses soucis, la dureté de son quotidien morne, sa solitude. Solitude dans laquelle il se complaît, car il est incapable de sortir de sa zone de confort. Parce que s'il ne rit jamais, on pourrait quand même considérer qu'il rit silencieusement ou intérieurement. Son rire, c'est l'inverse d'un rire partagé dans une salle, avec une foule. D'ailleurs, il n'a même pas envie d'aller à ces spectacles. Il préfère les regarder chez lui, sur Internet ou en DVD, qu'il regarde sur une vieille Xbox à moitié cassée. C'est vraiment un passionné obsessionnel de l'humour, un nerd. Et bien sûr, comme avec toute obsession, il se cache des choses pas nettes derrière. Ce personnage, il a presque que ça dans la vie, l'humour. En dehors de ça, il ne sort que pour faire ses courses ou bien pour aller travailler.
Sa vie est donc horriblement monotone, triste et vide. Et c'est là qu'on reconnaît encore une fois l'influence de Houellebecq. Il n'y a pas cette envie d'embellir ou de rendre intéressant le quotidien de ses personnages. C'est au contraire décrit de manière très froide et réaliste. Mais bref, revenons-en à notre personnage. C'est vraiment quelqu'un qui n'a rien pour lui, pas de charme, pas d'humour, pas de conversation. Il n'a pas non plus une intelligence particulière. Et en fait, c'est terrible parce qu'on se dit qu'il n'y a vraiment rien à sauver chez lui. Et si sa vie ne valait rien? Et ça, c'est quand même très dur. Parce que tout le monde a cette pensée un peu romantique de se dire que toutes les vies se valent, ou en tout cas que tout le monde a un talent, un truc unique, une particularité. C'est aussi quelque chose qu'on pense pour se rassurer soi-même. Mais chez ce personnage, on ne trouve pas. Parce que le méchant, la personne mauvaise, au moins, il a un truc qui la différencie, une particularité. Mais lui, il est même pas méchant, il est juste médiocre. C'est quelqu'un qui est passionné par l'humour, qui connaît par cœur les blagues des autres, mais qui est incapable d'en inventer par lui-même. Et au travail, il écoute les conversations des autres, mais il n'y participe jamais. Et le week-end, il ne sort pas de chez lui. Il ne prend pas le soleil. Il laisse les rideaux fermés. Il passe toute sa fin de semaine devant ses écrans. Il passe tout son week-end avec les humoristes. Il adore l'humour. Il passe donc son temps à écouter des podcasts de ses humoristes préférés. Il apprend beaucoup sur eux, se sent proche d'eux. Et ça lui sert de substitut de relations sociales. Et pendant ces week-ends, il passe aussi beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et c'est justement là-dessus que j'aimerais qu'on s'attarde maintenant. Comme je vous l'ai dit, notre personnage, c'est quelqu'un de très seul. Et pour compenser sa solitude, il va beaucoup fréquenter les réseaux sociaux. Facebook, YouTube notamment. Alors on l'a compris, c'est un fan d'humour, un passionné obsessionnel. Et donc, ce qu'il aimerait, c'est pouvoir rencontrer d'autres passionnés. Ou en tout cas, pouvoir échanger avec eux. Dans les commentaires, les gens se lâchent. Ils usent de ces gags récurrents jusqu'à l'usure. Et à chaque fois, ça fait rire. Mais ces commentaires, à lui, n'ont jamais reçu le moindre pouce bleu, n'ont jamais suscité la moindre réaction positive. Et ce rejet social qu'il subit, dans le réel comme dans le virtuel, c'est ça, sa grosse angoisse. Il a peur du rejet, de la moquerie. Il redoute plus que tout qu'on se moque de lui. Dans la vraie vie, il n'a aucune relation sociale, il se contente de dire bonjour au boulot et puis c'est tout. Mais dans le virtuel, sur les réseaux sociaux, il tente des blagues de temps en temps. Mais c'est toujours un échec. Et il ne comprend pas. Parce que pourtant, il répète simplement des running gags, des blagues qui reviennent super souvent. Comme les droitards d'Internet qui diraient le physique de ses idées, ou encore un supporter anglais, ou le profil de l'agresseur va vous étonner. Des trucs comme ça. Et je vous jette pas la pierre, moi-même, il m'arrive de le faire. Mais ce qu'il remarque, c'est que sous les commentaires des autres, il y a des emojis qui rigolent, des lol, etc. Il y a des likes. Parce que ces phrases-là, c'est des références communautaires pour marquer un sentiment d'appartenance. Mais quand lui en poste, il ne reçoit aucun like. Et bien souvent, il reçoit des réponses assez virulentes. Comme si, même dans le virtuel, il était rejeté de cette communauté. Et il ne comprend pas et ça l'impacte énormément. Pourtant, il réessaye toujours. Il publie le commentaire, il sourit déjà en imaginant les pouces en l'air. Il trépigne en imaginant les réponses à base de lol, ha 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 ou good one. Il a déjà hâte que son commentaire soit remarqué. Et en fin de compte, ces commentaires sont devenus sa seule ambition dans la vie, sa seule manière de créer quelque chose. Et ces scènes-là, ces scènes où il poste des commentaires, elles sont vraiment extrêmement douloureuses. C'est terrible. On a énormément de peine pour lui. Et plus on le connaît, et plus on se dit qu'il n'y a rien à aimer chez ce mec-là. Il est trop médiocre, trop creux, trop nul. Et ça, c'est vraiment terrible. D'ailleurs, ces moments où il poste des commentaires deviennent des grands moments de suspense. Est-ce qu'il va avoir un lol, un haha, ou bien un like cette fois-ci? Mais il n'en aura jamais. Comme si son aura de médiocrité transparaissait jusque dans ses messages sur Internet. Tout ce qu'il obtiendra comme réponse, c'est un frisson particulier, froid, déplaisant, lui traverse la colonne, lui gèle les os et la peau. Il a l'impression que, l'instant de 2 secondes, une pellicule de gelée lui recouvre les chairs et les os, et que son sang bout. Et c'est terrible, on a mal pour lui, parce qu'on sait qu'un simple lol, un emoji sourire, ou même un pouce, aurait pu le rendre heureux pour la journée, pour la semaine entière. Mais Internet est une telle décharge à haine qu'on pense jamais au fait que dire un truc sympa de temps en temps, ça peut réellement avoir un impact positif sur les gens. On aurait bien aimé qu'ils reçoivent au moins une réponse sympa, mais ça n'arrivera pas. Et en disant tout ça, je suis sûr que certains se retrouveront un peu dans la description de ces personnages. Je veux dire, statistiquement, il y en aura forcément. Alors, peut-être pas dans le côté médiocre, je vous le souhaite pas, mais en tout cas dans ce côté solitaire, isolé. Et dans cette importance démesurée qu'on peut accorder aux commentaires sur Internet. D'ailleurs, je le vois parfois, sous mes vidéos, il y a des disputes en commentaire qui vont très loin. Et pour me bouffer moi-même des commentaires désagréables très régulièrement, je sais que ça peut toucher. Et c'est pour ça que c'est très important de garder une certaine distance avec tout ça.
Mais pour les gens qui n'ont rien, les gens qui sont totalement seuls, ces messages sur Internet peuvent finir par prendre une importance démesurée. Alors il va se poser des milliers de questions. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Est-ce qu'il a mal formulé sa blague? Est-ce qu'il est vraiment pas drôle? Pourquoi est-ce que quand les autres le font, ça marche et pas lui? Le truc, c'est que plus il se mange ce genre de réaction sur Internet, et moins il est capable d'aller vers les autres dans la vraie vie. Donc, plus il s'enferme, plus il a besoin de commenter, et plus il se mange des réactions négatives, plus il s'enferme. C'est un cercle vicieux. Alors notre personnage va se sentir embarrassé, humilié par les réponses qu'il a reçues à son commentaire. Il va d'ailleurs le supprimer. Et ça se reproduira à chaque fois. Et comme il n'a que ça dans la vie, il va y passer toute la nuit, et puis toute la journée du lendemain. Et en fin de compte, toute la semaine. Et comme un joueur qui perd à tous les coups, il est quand même toujours guidé par le même espoir, la même hâte, la même excitation de recevoir des likes ou des commentaires sympas. Mais jamais il n'en recevra. Par contre, des insultes, ça, il en recevra beaucoup. Alors, il finira tout simplement par renoncer à commenter. Renoncer à l'un des derniers moyens de communication avec les autres dont il disposait. Alors, si vous connaissez Michel Houellebecq, encore lui, vous comprenez pourquoi j'ai tant insisté sur son influence ici. On est vraiment dans quelque chose de typiquement houellebecquien. Cette capacité de fixer une intrigue autour d'éléments a priori totalement insignifiants de la vie quotidienne, mais qui, à une époque d'égarement, de futilité, où plus rien n'a vraiment de sens, comme la nôtre, sont en fait des éléments centraux dans la vie d'une personne. Et c'est en partie pour ça qu'un auteur comme Houellebecq est détesté par autant de monde, parce qu'il ne cherche ni à styliser, ni à embellir la réalité de notre époque. Mais d'un autre côté, s'il est tant aimé, c'est aussi parce qu'il arrive à faire ressortir quelque chose de beau, mais aussi et surtout à ressortir des analyses très fécondes de son époque. On retrouve un petit peu la même chose ici. On a appris à connaître ce personnage, ses habitudes, ses obsessions, mais pour réellement le comprendre, il va falloir qu'on s'intéresse à son passé. Son passé dont on apprend relativement peu de choses et par bribes, comme s'il y avait une certaine pudeur et une réticence à l'évoquer. À la maison, il n'avait pas de temps pour lui. Tout son temps libre était volé et consacré de force à écouter son père radoter, déprimer, boire, à écouter de la musique indésirée qui le faisait pleurer et qui faisait vibrer son père, à le voir boire, à se décrépir, à devoir endurer le radotage, les ragots, les souvenirs, la dépression, jusqu'à ce qu'il le lâche pour aller se coucher. Et pendant son enfance et son adolescence, il a aussi subi du harcèlement, de nombreuses vexations. Et c'est quelque chose qui le poursuit encore à l'âge adulte. Mais plus on en apprend sur son passé, et plus on se rend compte qu'il y a un problème dans son rapport à l'humour. Il y a quelque chose d'ambigu. D'un côté, il dit adorer l'humour noir. Par l'humour noir, le meurtre, la violence, le viol, la pédophilie, les violences, la maladie, le racisme, le sexisme, la criminalité, la folie, tout devient drôle, tordant, pissant, hilarant. C'est le génie des humoristes trash. Ils rendent même l'insoutenable drôle. Il faut un talent immense, presque un don, pour y parvenir. Mais d'un autre côté, il va aussi se vexer et prendre très mal des propos d'un humoriste qu'il aime beaucoup. Cet humoriste, c'est le fameux Mike Ward, dont je vous ai parlé au début. Un humoriste qui pratique un humour très noir, très sale, mais qui le fait avec beaucoup de talent, et je vous conseille vraiment d'aller le découvrir si vous ne le connaissez pas. Mike Ward, c'est vraiment son idole, son humoriste préféré, et il va prononcer cette phrase. Parfois, l'intimidation, ça sert à quelque chose. Alors, je vous passe le contexte pour ne pas trop nous égarer, mais en entendant ça, il va se vexer énormément. Et c'est là qu'on va se rendre compte de sa grande susceptibilité. S'il est quand même pas un trait de caractère très adapté quand on se passionne à ce point-là pour l'humour. Parce que ce talent, ce don, pour rendre l'insoutenable drôle, très clairement, il ne l'a pas. En fait, tout le drame, tout le problème de ce personnage, c'est ça. C'est qu'il est beaucoup trop sérieux, qu'il prend sa souffrance beaucoup trop au sérieux. En fait, ce dont il aurait besoin, c'est de rire de lui-même pour alléger sa souffrance. Mais ça, il n'y arrivera jamais. Ce n'est pas une pratique à cautionner et encore moins à encourager. Dire que l'intimidation sert à quelque chose revient à dire que c'est une bonne chose que des enfants et des adolescents innocents soient pointés, moqués, insultés, poussés, frappés, rejetés, méprisés, insultés, dénigrés, ignorés, rabaissés, poussés à la détestation de soi jusqu'au suicide. Il faut vraiment, se dit-il, ne jamais avoir subi d'intimidation, comme ne jamais avoir souffert de manière générale, pour avancer une aussi grosse immondice. Après ça, il va se désabonner de Mike Ward. Il n'arrivera pas à séparer l'homme de l'artiste. Et c'est là sa grosse erreur en quelque sorte. Rien ne prouve que Mike Ward ou n'importe quel humoriste n'ait pas subi des choses horribles dans sa vie. La vraie différence, c'est que ces humoristes, ces artistes, eux, ont réussi à transcender leur souffrance, à la dépasser en faisant quelque chose. Notre personnage, lui, il est incapable de transcender sa souffrance. Parce qu'il lui accorde trop d'importance. Il s'identifie quasi exclusivement par rapport à sa souffrance et à son mal-être. Il a trop de respect pour sa souffrance. Et c'est ça qui le rend si médiocre. Et cette souffrance, elle l'obsède tellement
que s'il n'arrive pas à s'ouvrir aux autres, eh ben c'est en bonne partie parce qu'il est obsédé par lui-même. Il est totalement autocentré. Et ce qui est terrible, c'est qu'on se rend compte que s'il aime autant l'humour, c'est certainement pas pour de bonnes raisons. Au fond, il ne comprend rien à l'humour. En fait, si l'humour l'intéresse, c'est pour les sujets souvent extrêmement bateaux qu'il traite. C'est une manière pour lui d'avoir accès à un univers extrêmement conventionnel auquel il n'a pas accès. Et là, on commence à pouvoir mettre des mots sur pourquoi est-ce que ce personnage donne à ce point l'impression qu'il ne pourra pas être sauvé, qu'il n'y a rien de bon chez lui. C'est parce qu'il est beaucoup trop révérencieux à l'égard de sa propre souffrance. En fait, il l'a laissé gagner. Et ce petit événement qui n'a l'air de rien, il va en fait tout changer. Il va prendre une grande décision. Il va devenir humoriste. Et tout est mis en place pour amener à ce climax. Pour faire rire, sait-il, ce n'est pas qu'une question de volonté et de bonnes intentions. C'est d'abord et avant tout une question de capacité selon le parcours de vie. Sa vie a été chaotique. Il n'a pas de belles références desquelles il pourra se servir afin de faire rire la galerie. Les humoristes raconteurs font beaucoup rire autour d'anecdotes d'enfance, d'anecdotes d'adolescence, d'anecdotes de jeunesse, de boulot, de voyage, entre autres. Lui n'a rien de tout ça. Et là, encore, dans cette description, on comprend qu'il a un rapport très particulier à l'humour. Pour lui, pouvoir faire rire de ses problèmes les plus dramatiques, ça ne lui vient même pas à l'idée. Mais il peut aussi viser juste, parfois. Si les humoristes font rire et qu'ils sont appréciés du grand public, c'est aussi parce qu'ils sont célèbres. Et ça, c'est en grande partie vrai. C'est infiniment plus dur de faire rire quand on est un inconnu. Alors il va tenter sa chance aux soirées open mic du Bordel Comedy Club, qui existe vraiment d'ailleurs, comme tous les noms cités dans le livre, tout est réel. Bref, il se met alors à écrire des blagues. Et à ce moment-là du roman, il y a un vrai suspense, une vraie tension. C'est véritablement une angoisse de se demander s'il va réussir ou pas. Il n'a jamais rien réussi jusque-là après tout, alors pourquoi est-ce qu'il y arriverait tout à coup? D'ailleurs, cette partie du roman a été adaptée en court-métrage. Je vous mettrai le lien en description. Et pour le coup, ça arrive vraiment à capturer l'essence de la scène. Et là, c'est le miracle de Noël, tout le monde rit aux éclats, il a découvert sa vocation, il a enfin pu faire la démonstration de son talent, et il finira sa vie aimé et admiré de tous. Non. Il s'est mal préparé, ses textes ne lui reviennent pas en mémoire, finalement, après un long silence, il se souvient d'une blague, il la tente, mais la chute ne peut être comprise que si on a entendu la blague d'avant. Personne ne rit. Et pire encore que ça, personne ne comprend. Il continue, et personne ne rit. L'ambiance devient pesante. Il regrette énormément de s'être lancé là-dedans. Il ferait n'importe quoi pour un rire, comme il aurait fait n'importe quoi pour un like. Et progressivement, quelques blagues lui reviennent, mais rien n'est drôle. C'est horriblement gênant. Il va confier tout ce qu'il a de plus sombre en lui, de la manière la plus pathétique qui soit. Finalement, ça devient l'inverse même d'un spectacle d'humour. C'est une lamentation qui n'en finit plus sur ses souffrances et les raisons de ses souffrances. L'enfance difficile, le harcèlement scolaire, tout y passe. Il déballe tout de la manière la plus impudique qui soit. Et la seule réaction qu'il aura, c'est un énorme « Ta gueule !» et autres insultes en québécois que je ne vous ferai pas l'affront de lire avec un accent québécois calice de tabarnak. Sa vision est brouillée par les larmes, ses sens sont brouillés par les émotions, son cœur ne bat plus, son cerveau est tiraillé, son cœur est tordu. Le public qui vient à ce genre de spectacle vient pour rire, pas pour entrer en empathie avec les souffrances de quelqu'un, ou pas comme ça en tout cas. Le milieu de l'humour, les comédie clubs, c'est un milieu extrêmement cruel. C'est vraiment une expérience qui doit être horriblement douloureuse quand ça ne marche pas. Et beaucoup ne s'en relèvent jamais d'ailleurs. Mais voilà, il ne sera jamais accepté par cette communauté, ni en tant que spectateur, ni en tant qu'humoriste. Et puis plus tard, il se retrouve être incapable d'encaisser ce traumatisme. Et en fin de compte, ce qui devait mal finir, finit mal. Le silence qui retombe est pesant. Il n'entend rien hormis sa respiration. Il prend le grille-pain, dont le câble se tend de plus en plus. Il laisse le grille-pain tomber dans l'eau froide, entre ses jambes. Cette histoire, c'était l'histoire d'un raté. L'histoire de quelqu'un qui n'a jamais réussi à créer, transcender. Quelqu'un qui n'avait ni talent, ni charisme, ni intelligence particulière. Et dans un premier temps, on est vraiment tenté de croire que c'est ça la raison de son échec. Mais non. Des gens sans talent, ni charisme, ni intelligence particulière, qui s'en sortent très bien dans la vie, j'en connais des tonnes, vous en connaissez des tonnes. Ce qui l'a tué, c'est d'avoir laissé ses malheurs, ses traumatismes, prendre trop d'importance dans sa vie. Tout ce qu'il voulait qu'on reconnaisse chez lui, c'est sa souffrance. Et il y a beaucoup de gens comme ça, mine de rien. Moi-même, j'en ai connu énormément, des gens qui s'identifient par leur souffrance, par leurs problèmes, et qui ne se définissent qu'à travers eux. Et qui font de leur traumatisme des choses tellement importantes qu'ils n'arrivent plus à s'en débarrasser. Créer, même simplement, même avec des blagues, c'est dédramatiser, c'est réduire la taille de ces traumatismes, pour qu'ils deviennent moins dangereux, pour qu'ils ne puissent plus vous écraser. Mais il faut le dire aussi, il y a chez ce personnage une grande incompréhension du rôle de l'humour et du rire.
Alors, vous l'avez sans doute vu venir, une vidéo sur l'humour, le rire et la cruauté qui en découlent, ça évoque quand même forcément un certain Henri Bergson, pour qui le rire était avant tout une brimade sociale, une sorte de châtiment, une humiliation. Et on peut d'ailleurs se demander si c'est pas ça qu'il cherchait notre personnage après tout. Il cherchait peut-être à être puni. Il aurait voulu qu'on se moque de ses traumatismes, qu'on en rit. Lui, il n'avait pas réussi, mais peut-être comptait-il sur les autres pour le faire à sa place. Mais même ces rires-là, ces rires de cruauté, il n'y aura pas droit. C'est-à-dire qu'il a tourné les choses de manière à ce que même son public ne puisse pas dédramatiser pour lui, ne puisse pas réduire la taille de son traumatisme. Mais au contraire, ce qui s'est passé ici, c'est tout l'inverse. Il a rajouté un traumatisme en plus. Ce spectacle raté a fait grandir sa souffrance jusqu'à ce qu'elle devienne un titan contre lequel il ne pouvait plus rien faire. Jusqu'à ce que ce titan l'écrase définitivement. Alors, bien sûr, on peut quand même être en désaccord avec la vision philosophique du rire selon Bergson. On peut aussi considérer que le rire, c'est justement un remède contre les angoisses existentielles. Mais enfin voilà, c'est une analyse beaucoup plus évidente et donc beaucoup moins impressionnante. Ce qui charme dans l'analyse de Bergson, c'est son côté paradoxal. Le fait qu'il dise que le rire est avant tout une forme de cruauté. Parce que le rire, on a quand même en général tendance à voir ça comme quelque chose de positif. Alors, il y a évidemment du vrai dans l'analyse de Bergson. Mais enfin, à vouloir systématiquement dépasser l'évidence, on en oublie que le rire, c'est aussi un soulagement. Il y a un truc qui marche à tous les coups avec les bébés, qui fait rire tous les bébés du monde. C'est de se cacher derrière ses mains et de réapparaître. Le truc, c'est que quand vous disparaissez comme ça, derrière vos mains, le bébé, il fait pas le fier, il est inquiet. Mais il a quand même disparu, ce con, c'est pas rien. Et puis, vous enlevez vos mains, vous réapparaissez. Et c'est ça qui fait rire le bébé. C'est pas votre disparition, c'est votre réapparition. Ce qui fait rire le bébé, c'est le soulagement. Mais le grand problème, et c'est d'ailleurs ce qui fait tout l'intérêt de ce roman, c'est qu'en fin de compte, notre personnage, il n'aura ni l'un ni l'autre, ni la cruauté, ni le soulagement. Le public ne rira pas de lui, mais il ne rira pas non plus avec lui. Si notre personnage a voulu être humoriste, c'est parce qu'il a ressenti instinctivement que l'humoriste, c'est celui qui avait le pouvoir d'évacuer les tensions. Mais ici, la tension ne s'évacuera jamais. Il y a aussi, dans le rire, une dimension sociale. Le rire, c'est contagieux. Quelqu'un qui rit, ça fait rire. Mais je vous rappelle cette phrase qui revient sans cesse dans le roman. Il ne riait jamais. Et c'est peut-être cette dimension-là qu'il recherchait pour rompre avec sa solitude. En faisant rire les autres, il aurait voulu partager ses angoisses, il aurait voulu se connecter avec eux. Parce que son véritable problème, c'est bien ça, c'est la solitude. Solitude qui est due à son obsession de lui-même et de ses souffrances. Et toujours selon Bergson, le rire n'est pas bon ou juste, il est cruel. C'est le châtiment que la société inflige à ceux qui s'en écartent. Et si on analyse ce roman à travers cette manière de voir les choses, on pourrait comprendre que s'il n'y a pas eu de rire, c'est parce qu'en fait, il ne s'éloigne pas de la société. En fait, il n'était pas tellement différent des personnes qui composaient son public. C'est-à-dire des gens qui, eux aussi, ont subi des souffrances et des traumatismes, des vexations. Mais eux ont réussi à transcender leurs souffrances, à réduire la taille du monstre avant qu'il ne devienne un titan qui aurait pu les écraser. Et tout ce qu'ils voient sur scène, c'est quelqu'un qui a échoué là où eux ont réussi. Ce qu'ils voient sur scène, c'est quelqu'un de plus médiocre qu'eux-mêmes. Alors qu'ils étaient venus là pour voir quelqu'un de meilleur qu'eux, pour voir quelqu'un qui a réussi à transcender, pour voir un modèle, quelqu'un qui aurait pu les aider à affronter leurs propres démons. Et au lieu de ça, ils ont une vision d'angoisse, ce qui leur arriverait s'ils baissaient les bras. On pose souvent la question, peut-on rire de tout? Mais rarement, peut-on pleurer de tout? Les larmes, ça se cache, et le rire, ça se partage. Et en fait, cet ordre des choses, c'est le fondement d'une société saine. Quand on ne fait plus que pleurer ensemble et se plaindre, qu'on place la sensiblerie au-dessus de tout le reste, quand on a honte de rire de certaines choses et qu'on finit par exhiber ses larmes et se cacher pour rire, c'est là qu'il y a un problème. Alors voilà, pour finir, que vous dire? Comme souvent, créer, transcender. Mais avant ça, n'oubliez pas de réduire la taille du monstre, qu'il ne devienne jamais le titan qui vous écrasera.